bienvenue sur le studio de Cardio Online. Laura Filippetti, je suis cardiologue au CHRU de Nancy. J'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Jean-Jacques Mourad, Bonjour. Spécialiste en hypertension artérielle à Bobigny. Du coup, l'hypertension artérielle, c'est un problème récurrent auquel nous sommes confrontés tous les jours, et notamment de l'hypertension artérielle résistante. Quelle est l'importance de cette hypertension artérielle résistante ? Alors c'est vrai que l'hypertension artérielle résistante, c'est la valeur ajoutée d'un cardiologue qui va apparaître souvent en deuxième ligne dans la prise en charge d'un hypertendu auparavant traité et incontrôlé par un médecin généraliste. Aujourd'hui, c'est difficile de dire quelle est la prévalence de l'hypertension résistante, puisqu'elle se définit, comme vous le savez, par un non-contrôle tensionnel sous une trithérapie, le plus souvent incluant un diurétique. Quand on regarde les chiffres de la CNAM un petit peu anciens, on sait qu'à peu près en France, 18% des hypertendus sont traités en trithérapie et qu'en général, 50% de ceux-là sont contrôlés. Donc on peut arriver grossièrement à dire que peut-être 10 à 15% de la population française est résistante. Mais au sein de cette population, il faut faire le tri entre ceux qui sont traités par de mauvaises trithérapies, ceux qui sont équilibrés par la trithérapie, et donc c'est un peu plus complexe. On a des données plus récentes dans les essais de dénervation, en particulier dans l'HTA résistante, et là, l'heureuse surprise, c'est de se dire quand on adresse les patients à des spécialistes de l'hypertension, qui les prennent en charge, qui les bilantent, les taux de patients non contrôlés résiduels tombent à moins de 10%, et c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que la plupart du temps, il y a des solutions pour ces patients. Très bien. Donc, à vous écouter, qui est responsable finalement dans l'hypertension artérielle résistante ? Le médecin, le patient, les deux ? Alors, tout le monde, ma petite dame, comme on dirait. C'est vrai qu'on a très longtemps incriminé des problématiques d'observance et d'inobservance. C'est vrai que ces patients-là vont avoir des ordonnances à rallonge, non seulement pour l'hypertension, mais aussi pour les fréquentes pathologies associées, comme le diabète, le cholestérol, etc. Néanmoins, j'ai la coutume de dire que derrière un hypertendu inobservant, il y a un médecin qui n'a pas fait son travail. Son travail d'abord d'information adaptée aux patients et qu'il ne faut pas déresponsabiliser les médecins dans l'inobservance de leurs patients. Il y a moyen toujours de trouver des défauts de prise en charge, d'information derrière chaque malade inobservant. On n'a pas en France la chance ou la malchance d'avoir des problématiques économiques qui justifient l'inobservance et donc on a aussi des problématiques d'inertie thérapeutique claires en France, puisque la quantité globale de traitements administrés en France est inférieure à celle qui a été observée dans les essais thérapeutiques ou dans des pays qui ont de meilleurs contrôles tensionnels comme le Canada. Donc essentiellement dans le colloque singulier, il y a certainement des inobservants derrière lesquels il y a une responsabilité médicale au moins partielle et il y a une responsabilité totale des médecins dans un certain degré d'inertie. Et la spironolactone, pensez-vous qu'elle a sa place dans l'hypertension artérielle résistante ? Alors on aime beaucoup la spironolactone depuis presque 40 ans maintenant et derrière sa pathologie dédiée qui est l'hyperaldostéronisme primaire, on a appris au fil des années qu'elle était un excellent traitement adjuvant aux trithérapies qui n'ont pas permis le contrôle tensionnel. Cette information et cette impression de terrain a été cautionnée par un essai semi-récent qui est l'étude Pathway qui a été réalisée maintenant il y a 2 ans et qui a confirmé que la spironolactone faisait mieux que toute autre monothérapie rajoutée à une trithérapie classique associant un bloqueur du système rénine-angiotensine, un diurétique et un inhibiteur calcique. Néanmoins, ça laisse de la place dans certains profils particuliers, bien sûr aux bêta-bloquants classe thérapeutique préférée des cardiologues, et aussi d'autres solutions thérapeutiques. Je pense en particulier à l'association de diurétiques de Lens et de diurétiques thiazidiques. C'est des traitements un petit peu atypiques, mais qui doivent être bien sûr surveillés par des spécialistes. Et devant ces données, vous avez parlé de dénervation rénale. Il y a de nouveau un intérêt grandissant pour cette technique que... Oui, c'est vrai que la bulle s'est un peu dégonflée à juste titre pour la dénervation, technique à laquelle on pensait qu'elle allait régler soi-disant toutes les problématiques de terrain pour l'hypertension résistante. On sait d'une part que ça ne marche pas chez tout le monde, on sait d'autre part que l'amplitude de baisse est bien moindre en réalité que celle qui avait été observée initialement. Le problème de la facilité éventuelle de donner de la spironolactone ou de proposer un patient à la dénervation, c'est qu'il ne faut pas faire l'économie du bilan avant de mettre les patients sous spironolactone ou de les proposer à la dénervation. Et souvent, quand on fait un vrai bilan d'hypertension résistante, on pêche des pathologies qui sont responsables de la résistance, comme l'apnée du sommeil, comme l'hyperaldostéronisme primaire, qui auront une prise en charge spécifique. Et donc, dans le cadre de l'hypertension artérielle résistante essentielle,
La dénervation a montré qu'elle faisait à peu près 5 mm de mercure en moins, ce qui est à peu près l'amplitude de baisse d'une demi-monothérapie en plus. Je sais que maintenant certains essais s'orientent vers les formes légères d'hypertension au tout début de la maladie. Nous serons attentifs aux résultats qui pourraient être observés avec cette technique. Et la barostimulation carotidienne? Alors, la barostimulation c'est une technique d'abord plus lourde que la dénervation. Elle semble, en tout cas physiologiquement parlant, plus solide en termes de rationnel. En tout cas de mon point de vue. Il y a des essais en cours. Il y a des données cliniques extrêmement prometteuses, en particulier sur l'amplitude de baisse initiale et sa persistance dans le temps. Les premiers stimulés maintenant ont plus de 5 ans de recul. Et donc là encore, ça s'adaptera probablement à des patients extrêmement lourds, les hypertendus réfractaires, et pour lesquels ça semble apporter plus de bénéfices en tout cas que la dénervation. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.